Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension Grimpe. Moi c'est Léo, coach en escalade depuis 2023, grimpeur depuis bientôt 10 ans et cofondateur d'Ascension avec Pierre et Mathias. Depuis 2025, on accompagne des grimpeurs adultes qui veulent progresser intelligemment, structurer leur pratique, mieux comprendre leur entraînement et surtout continuer à progresser malgré les contraintes de la vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, en cumulant nos expériences de coaching, on a accompagné plus de 300 grimpeurs avec une approche qui va bien au-delà de la simple préparation physique. Entraînement, nutrition, récupération, mobilité, prévention des blessures, gestion de la fatigue, structuration des cycles d'entraînement, études de cas concrètes. Le but de ce podcast, c'est de te transmettre des outils simples, concrets et applicables pour t'aider à progresser durablement en escalade. Alors si tu es un grimpeur en quête de progression, que tu veux arrêter de t'entraîner au hasard et commencer à faire des choix plus intelligents pour ta pratique, tu es au bon endroit. Salut à tous, c'est Léo et bienvenue dans le podcast Ascension Grimpe. Aujourd'hui, podcast flash numéro 38. Pourquoi tes doigts ne progressent plus et comment les rendre vraiment solides. Petit paragraphe d'introduction comme d'habitude. Si tes doigts ne progressent plus, le problème, souvent, ce n'est pas ta motivation. Tu stagnes depuis des mois, tu forces sur les réglettes sans résultat, ou pire, tu sens des petites douleurs qui traînent. Et dans tous les cas, c'est la même erreur. Tu grimpes trop fort pour ta capacité actuelle. C'est exactement pour ça que tu plafonnes, voire même que tu finis blessé. Pourtant, la force doigt, c'est le facteur limitant numéro 1 en escalade pour progresser. La bonne nouvelle, ça se construit, à condition d'avoir la bonne méthode. Dans le nouvel épisode du podcast, je te donne le protocole complet. 3 cycles pour des doigts vraiment solides sans te cramer les poulies, tout simplement. Donc, après ce petit paragraphe d'intro, du coup, je vais passer maintenant au sommaire. Dans un premier temps, je vais te parler du coup de la philosophie et de la logique globale de l'épisode, donc pourquoi je fais cet épisode à cet instant. Ensuite, je vais te parler de pourquoi tes doigts stagnent concrètement et comment savoir si tu es en train de stagner ou pas, tout simplement. Ensuite, je vais reparler du fameux débat la poutre versus la grimpe. C'est important d'en reparler dans cet épisode et du coup je vais détailler tout ça. Les erreurs courantes qui te mènent à la blessure, souvent ça va être des inflammations au niveau des poulies A2 ou A4 ou des déchirures partielles, mais voilà, ou des ténosynovites, enfin bref, mais en gros souvent ça va être au niveau de la poulie A2 et A4. Donc ça va être un peu le cocktail parfait pour se blesser et souvent tu mélanges déjà toi-même beaucoup d'ingrédients de ce cocktail qui fait que peut-être potentiellement au moment où tu écoutes ce podcast t'es peut-être blessé ou t'as peut-être des petites inflammations. Ensuite, je te dirai comment construire des doigts solides, les 3 principes clés. Et enfin, du coup, je te dirai quoi faire si tu n'arrives pas à le faire tout seul, tout simplement. Donc, je commence directement par la philosophie et la logique globale de l'épisode. Je vais bien sûr nuancer toute cette partie, c'est vraiment important, mais je l'ai dit dans l'introduction, les doigts, c'est le facteur physique limitant numéro 1 en escalade. Je précise bien facteur physique parce que bien sûr la performance est multifactorielle, il y a le mental, il y a la tactique, il y a la technique, voilà, on peut inventer 10 000 facteurs différents de performance, il y a les conditions extérieures, enfin bref, on pourrait faire carrément un prisme de la performance vu sous 8 facettes différentes, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que l'escalade c'est quand même un sport à dominante physique, encore plus pour l'escalade de bloc, encore plus pour l'escalade de bloc en salle avec les styles modernes, etc. Donc ça c'est vraiment important de le rappeler que le but de ce podcast aussi, c'est que je touche le plus grand nombre de grimpeurs possible. Et il faut dire la vérité, la plupart des grimpeurs, on est des grimpeurs qui grimpent majoritairement en salle. On a une vie active à côté, on a un métier, on grimpe en moyenne 3 fois par semaine, on cherche à progresser. Et du coup, je suis là pour te parler à toi qui rentre un peu dans cette catégorie-là, tout comme moi. Donc, les doigts, c'est le facteur physique numéro 1 limitant de la performance. Et du coup, voilà, souvent, il va y avoir aussi la force de tirage, le gainage, et après, toutes les qualités dérivées, l'endurance de force, l'endurance, la résie, peu importe. Et en fait, ce qu'il faut retenir là dans ce petit paragraphe, c'est que à qualité égale, quand je dis à qualité égale, c'est que vous comparez 2 grimpeurs, c'est hypothétique, c'est vraiment une supposition, ça arrivera jamais dans la vraie vie, mais 2 grimpeurs qui ont les mêmes qualités, techniques, physiques, tactiques, etc., qui ont les mêmes objectifs, et qui ont juste une force doigt différente, vont pas grimper les mêmes cotations en général. C'est-à-dire que voilà, un grimpeur, souvent, là j'ai noté ça sur l'exemple, qui grimpe 7A aura une force de 1,4 et le même grimpeur avec toutes les mêmes qualités qui a une force de 1,6 grimpera environ du 7B. Voilà, c'est des moyennes, c'est des ratios. Mais là où ça a plus de sens selon moi, c'est que il faut se comparer à soi-même. C'est-à-dire que ce qui est sûr et certain aujourd'hui, c'est que si toi qui écoutes ce podcast, tu as 1,4 de ratio sur les doigts et que tu stagnes dans le 7A, il y a fort à parier que si jamais ton ratio de force doigt sur 20 mm en suspension, il passe à 1,6,
tu ailles dans des cotations comme le 7B et que tu te blesses pas en route, tout simplement. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler parce que en fait, souvent, les cotations sont quand même très axées sur la tenue de prise, surtout en extérieur. Là, je parle parce que forcément, les cotations sont beaucoup plus fiables en extérieur qu'en salle, parce qu'en salle, c'est beaucoup plus les ouvertures new school, dynamique, etc. Je vais pas trop rentrer dans le débat de est-ce que la salle c'est plus facile que l'extérieur, qu'est-ce que je pense des cotations, etc. C'est pas le thème de l'épisode. Là, le thème de l'épisode, c'est vraiment de dire que il y a des statistiques, il y a des standards. On sait que statistiquement, la plupart des grimpeurs qui grimpent 7A ont une force doigt de 1,4 sur 20 mm. La plupart des grimpeurs qui grimpent 7B ont une force doigt de 1,6. Voilà, il y a une certaine linéarité de ce ratio jusqu'à des cotations comme 8 à bloc environ. Et à partir de 8 à bloc, c'est ce qu'on appelle la fameuse zone grise avec l'équipe Ascension, on va dire. C'est que dans cette zone grise, tu peux avoir un grimpeur qui va grimper 8C plus bloc et un grimpeur qui va grimper 7B bloc parce qu'il n'optimise pas du tout tous les facteurs à côté. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se comparer à soi-même. Donc je résume un peu tout ce que j'ai dit dans ce petit paragraphe d'introduction là sur la philosophie, la logique de l'épisode. Ce qu'il faut retenir, c'est que en général, là aujourd'hui, si tu cherches à progresser, il y a fort à parier que ta force doigt, ce soit le facteur physique limitant numéro 1, derrière la force de tirage, le gainage et les autres qualités dérivées. Si tu te compares à toi-même, aujourd'hui tu as 1,4 de ratio, tu n'arrives pas à grimper du 7B, 3 mois plus tard, tu as 1,6 de ratio parce que tu as fait un cycle de force, un cycle de capacité, etc. Je vais revenir plus tard dans l'exercice. Et en fait, potentiellement, tu peux grimper 7B. Donc, bien sûr, c'est pas si simple que ça, sinon on ferait juste tous de la poudre et on serait déjà tous dans le 8C. Mais la logique, elle est là. Et de mon expérience de coach, j'aurais tendance à dire que jusqu'à la cotation plus ou moins 7C bloc, c'est très très linéaire et c'est très corrélé parce que les facteurs limitants sont beaucoup plus terre à terre dans les cotations un peu plus basses, on va dire. Et dès qu'on se rapproche du 8e degré, il y a vraiment tellement de facteurs externes qui viennent s'ajouter. Là, je parle même pas du côté morpho, etc. Enfin bref, qui viennent vraiment énormément jouer les conditions extérieures, la qualité de la peau. Enfin bref, c'est ça qui peut faire la différence entre un grimpeur de 8C et un grimpeur de 8B. Bien que je pense que si on faisait des tests vraiment précis, les grimpeurs de 8C seraient quand même plus forts physiquement, globalement, que les grimpeurs de 8B en termes de métrique physique pure. Mais voilà, ça encore, il n'y a pas assez d'échantillons, je peux pas l'affirmer, etc. Mais on peut quand même le supposer en théorie. Après, plus fort sur quel facteur, c'est là aussi que ça pourrait être intéressant de tester tout ça, mais bon, l'échantillon est tellement petit, est-ce que les tests sont faits dans des bonnes conditions, est-ce que c'est standardisé, etc., etc. On peut trouver 10 000 limitations à ça. Mais en gros, tout ça pour dire que, aussi, en général, plus tu as de force, moins tu vas te blesser. Ça, c'est très simple à comprendre, c'est que, imaginons toi actuellement, tu as 1,4 de ratio et tu t'acharnes pour essayer de grimper du 7B, il y a de grandes chances que tu te blesses, alors que si tu as 1,6 de ratio, et que tu t'acharnes pour passer du 7B, déjà potentiellement ça peut passer plus facilement et tu vas moins te blesser sur la route parce que sur le papier tu as la capacité de grimper dans le 7B. C'est très schématique, c'est très résumé là ce que je suis en train de dire, j'en suis très conscient, mais c'est plus ou moins la réalité comme j'ai dit juste avant, pour des cotations qui vont jusqu'à à peu près 7C blocs, c'est très très réel et c'est très applicable. Et après, bon, si on fait des parallèles avec les cotations en salle, en général le 7C c'est souvent proche des dernières cotations de la salle, ça dépend dans quelle salle vous grimpez. Mais j'en sais rien, je vais prendre des cotations au hasard, mais dans les salles Arcos, 7C ça pourrait être du violet, milieu de violet on va dire, violet 3 barres, à blockout ça pourrait être des B13, enfin voilà, il y a plein de parallèles qui sont possibles, mais voilà, en général, quand vous êtes dans le 7C bloc, vous êtes dans les dernières cotations de la salle, et après, si vraiment vous êtes dans une salle de mutants où il y a des cotations au-dessus, où les blocs sont cotés en chiffrés en lettres, ça peut changer aussi. En extérieur, il y a les vraies cotations. Je me perds un peu dans les cotations là, mais c'est vachement important aussi à comprendre dans la philosophie, la logique de l'épisode. Pourquoi c'est important de le comprendre, c'est que voilà, il y a des statistiques, elles sont là. C'est un peu comme dire pour par exemple de la course à pied que là les chiffres que je vais citer ils sortent de mon chapeau, j'ai pas les références exactes, mais que par exemple voilà, les gens qui courent le 10 km en 40 minutes ont en moyenne 22 de VMA. Et du coup, peut-être que vous allez pouvoir courir 10 km en 40 minutes si vous avez 19 de VMA, mais vous allez galérer à le faire et si jamais, peut-être que sur la route, vous allez vous blesser parce que vous n'avez pas la capacité d'encaisser autant de charges, etc. Alors que si vous aviez eu 22 de VMA, vous l'auriez fait peut-être sans vous blesser, beaucoup plus facilement, etc. Donc, je le vois vraiment comme ça, quand on analyse des grimpeurs et qu'on les teste et qu'on fait des statistiques, c'est pas de se dire que c'est un prérequis de la performance d'avoir 1,4 de ratio, c'est plus de se dire que si les grimpeurs qui sont dans telle cotation ont tel ratio de force sur tel test, c'est que il y a quelque chose en fait. C'est-à-dire que pourquoi ils ont 1,4 et pas 1,6 et pourquoi le niveau d'au-dessus ils ont 1,6, en fait c'est que c'est assez corrélé. C'est-à-dire que souvent plus tu augmentes ta force à des niveaux en dessous du 8 à bloc, je le répète, plus c'est corrélé avec la cotation que tu vas grimper.
Sans oublier bien sûr tous les autres facteurs, la technique, la tactique, le mental, la motivation, etc. etc. C'est hyper important de reparler de tout ça. Aussi, souvent, tu stagnes et tu ne sais pas quoi faire parce que tu ne sais pas t'évaluer, tout simplement. Si tu veux t'évaluer facilement, je le rappelle, j'ai déjà dit dans 50 podcasts, on a une batterie de tests physiques qui est gratuite. Pour ça, vous avez juste à nous envoyer test sur Instagram. Il y a tous les liens dans la description. On vous envoie la batterie de test, vous pouvez vous tester, vous nous envoyez les scores. On peut vous faire un bilan hyper rapide, que ce soit juste avec un screenshot sur Instagram. Et si vous voulez faire le bilan en visio, il y a un service d'appel gratuit qui est fait pour ça. Vous réservez un appel via le lien Calendly qui est sur notre site internet. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ça y est, on a enfin un vrai site internet, ascensiongrampe.com. Il y a toutes les informations sur le site par rapport au suivi, le témoignage client, etc. On a essayé de faire un truc vraiment cool au niveau du site internet. Et il y a tous les liens du coup pour réserver vos appels, etc. Donc je le répète, si vous voulez vous tester efficacement, avoir un avis objectif par rapport à vos performances, votre niveau actuel, etc., faire un bilan, vous nous envoyez test sur Instagram, on vous envoie la batterie de test, vous vous testez en autonomie, vous nous renvoyez les résultats, on réserve un appel, on en discute et on voit éventuellement si un coaching ça peut être adapté pour vous, pour qu'on vous aide à progresser, tout simplement. Et du coup, en général, une fois que vous vous êtes évalué et que vous vous dites ok, ma force doigt c'est un facteur limitant, comment rendre vraiment ces doigts solides? On va appliquer du coup le fameux protocole des cycles d'entraînement, cycle de capacité, cycle de force, cycle de RFD, donc ça peut être aussi un cycle de puissance, mais ça peut être un peu les deux. Mais voilà, en gros on va dire cycle de vitesse pour faire très simple, où on va mettre de la force avec de la vitesse. Et du coup ça je vais le détailler dans la suite de l'épisode. C'était un peu long pour cette partie d'introduction sur la philosophie et sur la logique, mais en gros pour faire un résumé, si tu as des doigts plus forts, tu vas moins te blesser, c'est une certitude. Souvent le piège c'est qu'en essayant de renforcer ses doigts, on va vouloir brûler les étapes et on va se blesser en essayant d'augmenter sa force, et du coup souvent c'est parce qu'on ne suit pas le fameux cycle de capacité, de force, de puissance ou de RFD. Et voilà, tout ça en fait c'est les erreurs un peu classiques, et du coup ça me permet de faire la transition avec la partie suivante. Pourquoi tes doigts stagnent? J'ai noté un peu des bullet points un peu précis, mais dans 90% des cas aussi de toutes les personnes qu'on peut avoir en appel, qui veulent se faire accompagner, qui veulent se faire aider et qu'on arrive du coup à faire progresser, c'est un manque de cadre, un manque de méthode et pas d'évaluation. C'est-à-dire que très souvent, si là aujourd'hui toi tes doigts stagnent, toi qui écoutes ce podcast, c'est que tu ne t'es pas évalué. Là si par exemple je te pose la question, quel est ton ratio de force sur 20 mm pour une suspension qui dure environ 5 secondes, tu saurais pas répondre à cette question parce que tu ne l'as jamais testé. Ou alors tu n'as pas fait un test de force sur un Team Deck ou peu importe la méthode de testing, mais tu n'as pas de métrique précise mesurée. Et du coup, tu te dis juste, bon, est-ce que je suis fort en ce moment? Oui ou non? Est-ce que j'arrive à faire tel ou tel bloc? Est-ce que je me sens fort sur les doigts? Mais c'est très subjectif et ça manque d'un repère vraiment chiffré. Et après, il n'y a pas besoin de faire des tests toutes les semaines, hein. Souvent, ce que je dis, c'est que se tester tous les 3 mois, c'est largement suffisant, voire même pour quand vous êtes vraiment expérimenté, les tests ont beaucoup moins de sens et peut-être se tester tous les 6 mois, ça peut suffire. Ou alors sous forme de rappel de force avec la logique de RPE, en se disant par exemple qu'on va forcer à 90% de force max à RPE 9, ça donne un très bon aperçu de votre capacité max, même si vous vous entraînez en léger sous-max. Mais voilà, très souvent, ça vient, la stagnation au niveau des doigts en tout cas, ça vient d'un manque de cadre, de méthode et d'un manque d'évaluation. Et ça peut venir aussi du fait que tu ne sais pas comment travailler tes doigts. C'est-à-dire que même si tu sais t'évaluer avec les tests qu'on va t'envoyer gratuitement, après tu ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire qu'on va te dire, bon voilà, là tu as 1,4 de ratio, tu veux grimper 7C, il te faut 1,8 de ratio pour être safe. Comment arriver à 1,8 de ratio? Ça c'est vraiment tout ce que nous on propose dans nos suivis et comment on t'accompagne pour progresser. Mais pour résumer très simplement, ça passe par un entraînement structuré et par la surcharge progressive, la fameuse, mais je vais y revenir plus tard dans l'épisode. Ensuite, souvent, tes doigts stagnent car tu ne varies pas assez tes préhensions et tu ne varies pas assez la taille des prises. Très souvent, je dis bien très souvent, tu stagnes parce que tu grimpes toujours dans les blocs de la même couleur dans ta salle. Je prends un exemple très parlant, tu grimpes toujours dans les blocs rouges à Arcose, tu vas jamais toucher les prises dans les blocs noirs. En fait, typiquement, si les prises dans les blocs rouges, elles mesurent, je dis un chiffre au hasard, 20 mm, et que les prises dans les blocs noirs mesurent 15 mm, tes doigts vont être habitués à 20 et ne vont jamais s'habituer à 15 mm. Et donc du coup, selon moi, c'est une erreur de ne jamais aller un peu toucher les prises dans la cotation d'au-dessus, si vraiment on schématise, et aussi de ne pas varier les préhensions. C'est-à-dire que voilà, tu as tendance à tout prendre en arqué, donc en arqué avec le pouce au-dessus de l'index, tu ne prends jamais les prises en tendu, tu évites les plats, tu te sens pas très fort en pince, et voilà, en gros, ton style de grimpe, c'est arc et pouce sur des prises assez franches, et tout le reste, tu es assez faible dans ce style-là. Enfin dans tous les autres styles, pour faire très simple, donc c'est-à-dire tenue de plat, tenue de pince, talon, contrepointe, en général, les grimpeurs qui sont vraiment blessés chroniquement et qui stagnent au niveau des doigts, c'est vraiment ce profil type où arc et pouce tout le temps, pas de variété et trop d'acharnement à faire tout le temps la même chose, en général. Et du coup, résultat,
tu stimules tes doigts au hasard, sans progression mesurable, donc tu stagnes. Cette partie, elle était un peu plus rapide, mais du coup, pour faire un petit résumé, tes doigts stagnent car souvent tu ne t'évalues pas. Même si tu t'évalues, après, tu sais pas trop comment travailler tes doigts, t'as pas de logique claire, t'as pas de repère précis, tu te dis pas, ok, là mes doigts ils sont à 1,6, mon objectif c'est telle cotation, donc il faut absolument que j'amène mes doigts à telle métrique, etc. Et tout ça, c'est toute la plus-value du coaching selon moi. C'est que toute l'évaluation, elle est vraiment hyper claire, hyper fluide, et on te donne vraiment des métriques précises en te disant, voilà, actuellement tu es à 1,4 de ratio, tu vises la cotation 7C, il te faut 1,8 de ratio. En général, tu peux espérer gagner, je dis un chiffre au hasard, 15% de force par an. Bon, il va te falloir 3 ans pour passer du 7A au 7C avec ton niveau actuel. Après, c'est pas du tout une réalité, hein. Ça veut dire que c'est pas parce que je te dis que là, tu vas faire 7C en 3 ans que tu peux pas le faire en 2 ans ou en 1 an ou même en 6 mois. Ça veut juste dire souvent que si tu essayes d'aller plus vite que ça, tu vas rater une partie de ton développement sur les autres qualités, sur plein d'autres aspects. Et à quoi bon? Ça, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment une histoire d'objectif, de préférence, de ce que toi t'aimes faire aussi dans ton entraînement. Donc, c'est dur de dire si c'est productif ou pas, tant qu'on n'a pas fait un vrai bilan pour avoir un avis objectif sur vraiment tous les facteurs de ton entraînement. Le pourquoi tu grimpes, qu'est-ce qui te motive vraiment, quel est ton vrai objectif, ta vraie motivation profonde. Et du coup, si tu veux qu'on t'aide à faire le bilan de tout ça, pour avoir une direction claire et un cadre hyper simple à suivre pour vraiment progresser de manière prédictible, tu nous envoies go sur Instagram, tu nous envoies test, on t'envoie toutes les ressources, tu réserves ton appel gratuit, on voit éventuellement comment on peut t'accompagner. Et très souvent, on enchaîne sur un coaching et ça se passe super bien et tu ressors en ayant progressé tout simplement. Ensuite, je veux reparler très rapidement du coup dans la partie suivante de la poutre contre la grimpe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que grimper? Est-ce qu'il faut faire que de la poutre, etc. Comment s'organiser concrètement? Moi, de ce que j'observe, c'est que la plupart des grimpeurs adultes qui ont une vie active, qui veulent progresser, qui grimpent en salle en général, peuvent grimper en moyenne 3 fois par semaine. Et souvent ont du matériel soit à la maison, soit à la salle pour rajouter un petit peu de renforcement dans cette routine-là. Et en général, ça va être 2 séances de renforcement par semaine. Si là actuellement tu écoutes le podcast et que tu grimpes en moyenne 3 fois par semaine et que tu as du temps pour faire 2 séances de renfo qui durent environ 45 minutes, pour moi tu es sur la bonne voie. Après, bien sûr, il faut savoir quoi mettre dans ces séances de renfo et quoi mettre dans ces séances de grimpe. C'est toute la structure, toute l'évaluation, etc. Et selon moi, c'est pas un débat. Est-ce que la poutre c'est bien? Est-ce que la grimpe c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Enfin, c'est vraiment complémentaire selon moi. En fait, il faut vraiment voir la chose comme un continuum et se dire que si tu fais que de la poutre, tu vas devenir fort en poutre, c'est cool, mais tu vas devenir nul en grimpe parce que tu grimpes pas. Et si tu fais que de la grimpe, tu peux progresser parce qu'il y a des grimpeurs qui deviennent très forts en faisant juste grimper, le fameux juste grimper, mais très souvent, voilà, je vais pas refaire le profil type, c'est des grimpeurs qui sont doués génétiquement, ça on a tendance à l'oublier, mais c'est la réalité. Donc voilà, c'est des grimpeurs qui ont le bon physique pour grimper, c'est-à-dire souvent assez longilignes, qui ont un poids de corps environ 10 à 15 kg en dessous de leur taille, c'est-à-dire que voilà, si vous faites 1m80, vous pesez environ 70 kg, enfin entre 65 et 70 kg, vous avez une bonne allonge, vous êtes plutôt souple, vous êtes plutôt athlétique de base, vous n'avez pas trop de masse grasse, etc. etc. Donc voilà, je vais pas relister tous les facteurs génétiques, on va dire, qui vont faire que rien que génétiquement, vous pouvez être meilleur grimpeur que quelqu'un d'autre, mais il faut pas oublier que ça joue. Donc déjà, généralement, les gens qui progressent en ne faisant que grimper sont doués génétiquement d'un point de vue purement anatomique, on va dire. Et par-dessus ça, souvent commence l'escalade très jeune. Et quand vous commencez très jeune, les tendons, les ligaments, etc., ça s'adapte pas du tout à la même vitesse que quand vous êtes adulte, malheureusement. Ça, c'est prouvé par de multiples études scientifiques. Il y a même des études contestées. Alors là, j'ai pas la ref, malheureusement. Je pourrais peut-être la rechercher pour la mettre dans la description. Qu'en faisant des analyses de la section carrée, des ligaments, des poulies, etc., des grimpeurs qui ont commencé à l'âge enfant et des grimpeurs qui ont commencé à l'âge adulte, il y avait une différence d'hypertrophie d'environ 50%. Entre les néo-grimpeurs, on va dire, donc les grimpeurs qui ont commencé à l'âge adulte, et les primo-grimpeurs, enfin je sais pas si on peut dire ça, mais ceux qui ont commencé à l'âge enfant. Et ça, c'est juste abusé. En fait, ça montre que déjà, rien que parce qu'il y a de l'épigénétique et que la personne a commencé jeune, si en plus elle est douée génétiquement, etc., ce qui n'est pas forcément votre cas, vous avez commencé à l'âge adulte, vous n'avez pas forcément la meilleure génétique, en fait, souvent, juste grimper, ça va pas suffire. Et il y a juste à regarder en salle autour de vous le nombre de personnes qui ont mal aux doigts, qui ont du strap de partout, qui font les mêmes erreurs en boucle, le fameux profil type que je citais juste avant, qui vont grimper que en arqué, sur que des prises franches, qui vont surcharger leurs doigts encore, etc., des séances de 4 heures, etc.
juste voilà, observez les personnes autour de vous dans la salle et vous allez vous dire, ok, en fait oui, la majorité des grimpeurs, on est des adultes, on a commencé à l'âge adulte, on a mal aux doigts, comment ça se fait et comment changer ça? Et du coup, ça passe par le renforcement progressif de tes doigts. Tu peux le faire uniquement en grimpant, je suis pas en train de dire qu'on peut pas le faire, c'est juste que c'est tellement complexe d'avoir les connaissances et le cadre et de pas être frustré de le faire très progressivement quand tu le fais tout seul, juste en grimpant, qu'en fait la meilleure approche c'est celle que nous on a trouvée. C'est un combo de séances de grimpe structurées avec des séances, on va dire, de volume et des séances de force. Comme ça, vous avez une certaine variété des stimulus dans votre entraînement. Vous avez des séances vraiment faciles, des séances un peu plus difficiles. Il y a plein d'objectifs derrière ça, le développement de la technique, la contrainte et la monotonie entre les séances, etc. Mais en gros, dites-vous que si là, toi qui écoutes ce podcast, tu as tendance à faire des séances légères et des séances difficiles, que en plus de ça, tu fais de la poutre à côté avec une surcharge progressive, pour moi, tu fais 90% du travail pour que tes doigts progressent sur du long terme. Et très souvent, il n'y a pas besoin de travailler ses doigts plus que 2 fois par semaine. Alors quand je dis travailler ses doigts, là, c'est vraiment spécifiquement sur la poutre. Et ça peut être très rapide. C'est-à-dire que si vous suivez la logique que je vais citer plus tard dans l'épisode, de faire des cycles de capacité, de force, de RFD, vous allez en fait réussir à développer vos doigts en 2 fois 30 minutes par semaine. Et il n'y a pas besoin de beaucoup plus de temps pour développer des doigts solides, si en plus tu grimpes 3 fois par semaine à côté, de manière structurée, avec un objectif précis, etc. Donc c'était important pour moi de refaire un point là-dessus, sur la poutre versus la grimpe. En fait, pour moi, c'est pas du tout à opposer, c'est très complémentaire. Pour moi, c'est une erreur de faire que de la poutre, parce que forcément, tu vas devenir juste fort en poutre et tu vas mal grimper. C'est une erreur si tu n'as pas le bon profil type de j'ai une bonne génétique, j'ai commencé jeune, etc., de faire que de la grimpe pour se développer. Et souvent, le meilleur compromis, nous, c'est ce qu'on observe aussi via nos suivis et via toutes les personnes qu'on fait progresser, c'est un combo des deux. C'est 75% de grimpe, 25% de renfort sur ton temps d'entraînement total sur la semaine. Et dans ces 25% de renforcement, souvent, il y a 30 minutes, 2 fois par semaine sur les doigts, que ce soit de la capacité, de la force max, du RFD, mais avec une logique de surcharge progressive dans un environnement contrôlé. Et c'est ça un peu le dernier point de cette partie-là. C'est que la grimpe, c'est un environnement plutôt chaotique, où vous contrôlez pas trop les paramètres, la taille des prises, l'inclinaison du mur, etc. Vous ne contrôlez pas grand-chose en fait, alors que la poutre, c'est un environnement très contrôlé, où vous pouvez vraiment surcharger progressivement en vous disant par exemple, ok, semaine 1, j'ai tenu 10 secondes au poids du corps, c'était facile à 6 sur 10, la semaine prochaine, j'essaye de tenir 12 secondes. C'est beaucoup plus mesurable et quantifiable et progressif que de se dire, ok, cette semaine, j'ai grimpé 10 fois 6A, la semaine prochaine, je fais 10 fois 6B. Parce que est-ce que c'est un vrai 6B, est-ce que c'est pas un 6B dur, etc., etc. Il y a trop d'inconnus et il y a trop de variétés. Alors que la poutre, justement, vous pouvez même cibler certaines préhensions particulières en vous disant, par exemple, voilà, je tiens 10 secondes en semi-arqué, je tiens que 5 secondes en tendu. Ah mon tendu, c'est un peu un point faible, je vais peut-être mettre l'accent un peu plus dessus, etc., etc. Donc cette partie-là était vraiment importante pour moi et c'était vraiment important de faire ce rappel. Et ça me permet de faire la transition avec les erreurs courantes qui te mènent à la blessure de poulie ou à l'inflammation chronique, etc. Dans cette partie suivante. Donc pour cette partie, je l'ai construite en te donnant en fait la recette du cocktail parfait que tu peux siroter à la paille tranquille avec des petits glaçons pour être sûr de te blesser. C'est cadeau, c'est la recette du chef. Je vais juste citer les ingrédients et tu as juste à mélanger tout ça et tu vas te blesser, c'est une certitude. Tu enchaînes les séances de max, c'est-à-dire qu'à chaque séance, tu grimpes dans une intensité élevée. Qu'est-ce que j'appelle une intensité élevée? C'est tout ce qui est au-dessus de 9 sur 10, 10 sur 10. C'est-à-dire que si on prend des cotations pour imager, pour faire très simple, si tu es un grimpeur de 7A et que 7A c'est vraiment ton niveau max, ça veut dire qu'en gros, dès que tu grimpes dans le 6C, 6C+, pour moi, tu es déjà proche d'une intensité 9 sur 10. Et après, intensité 10 sur 10, ce serait 7A. Après voilà, très subjectif, faut mettre des gros guillemets là, sur ce que je suis en train de dire, c'est compliqué de dire une intensité juste avec des cotations, mais ça permet d'imager. Donc voilà, si tu es un grimpeur de 7A et que la majorité de ton temps tu le passes à grimper des blocs en 6C+, si vraiment je fais un arrondi, tu es trop souvent sur des séances où tu vas essayer de faire du max, et c'est contre-productif. Il faut, comme j'ai dit précédemment, enchaîner les séances de volume, enchaîner les séances de force, faire une séance de volume, une séance de force, une séance de volume, etc. en fonction des cycles, en fonction de ton objectif, etc. Mais c'est vraiment hyper important de mixer les intensités. Ensuite, ingrédient numéro 2, tu n'écoutes pas les signaux de fatigue. Voilà, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu es bien hydraté, etc. Enfin bref, je vais citer les différents paramètres aussi après. Mais si tu sens que ton corps est fatigué, il faut absolument adapter ta séance du jour. C'est ce qu'on appelle l'autorégulation. C'est ce qu'on apprend à tous nos coachés. Et c'est ça aussi qui fait la flexibilité d'un plan d'entraînement. C'est que souvent, si tu grimpes 3 fois par semaine,
tu peux intervertir l'ordre des séances dans ta semaine. C'est-à-dire que si tu as prévu de faire lundi du volume, mercredi du max, vendredi du volume, si le mercredi t'es pas en forme, tu peux faire lundi volume, mercredi volume parce que t'es pas en forme et max vendredi parce que tu as eu le temps de récupérer de ta mauvaise forme du mercredi. Ça pour moi c'est la clé entre deux grimpeurs c'est la clé de la différence entre deux grimpeurs qui s'entraînent un peu de la même manière, mais il y en a un qui va progresser et il y en a un qui va se blesser. C'est qu'il y en a un qui n'écoute pas les signaux de fatigue. Donc je recite, premier ingrédient, tu enchaînes trop souvent les séances de max. Deuxième ingrédient du cocktail, tu n'écoutes pas les signaux de fatigue, tu es têtu, tu es borné, tu te dis non c'est bon, la fatigue c'est juste une information, je prends un café et ça va le faire. Spoiler, ça va pas le faire. Ensuite, ingrédient numéro 3, tu mets du strap au lieu de te dire voilà, là si j'ai mal c'est qu'il y a un truc qui est pas bien, il faut que j'arrête, il faut que je résolve le problème autrement que juste en mettant du strap. Alors là je vais différencier deux types de douleurs, la douleur vraiment tendineuse, ligamentaire, etc. Donc là je parle vraiment au niveau des doigts, et la douleur plus j'ai envie de dire cosmétique, c'est-à-dire la douleur parce que t'as la peau qui est coupée, parce que t'as un petit picot qui rentre dans la peau et ça te fait hyper mal, que t'as la pulpe qui est un peu broyée parce que t'as beaucoup trop pété les arquets. Ça c'est ce que j'appelle des douleurs cosmétiques. C'est-à-dire que voilà, c'est des douleurs où si vous prenez 1 ou 2 jours de repos, que vous mettez un peu de crème, etc., ça va partir. C'est-à-dire que voilà, c'est des douleurs instantanées parce que vous avez la peau qui est coupée, parce que vous avez les doigts roses, parce que vous avez beaucoup trop abusé d'une certaine préhension. Mais c'est pas une vraie blessure à l'instant T. C'est juste voilà, vous avez un peu surutilisé votre corps à un instant T, 1 ou 2 jours de repos et ça disparaît. Voilà, ça c'est ce que j'appelle, on va dire, les douleurs cosmétiques. Donc c'est tout ce qui touche à la peau et aux facteurs externes, on va dire. Ensuite, les vraies douleurs, du coup, c'est les douleurs, non pas que les douleurs cosmétiques soient des fausses douleurs, mais vous voyez où je veux en venir, mais les douleurs qui sont mauvaises et où il faut absolument pas se trapper pour calmer ces douleurs-là, c'est les douleurs tendineuses, ligamentaires, etc. Si tu te dis, voilà, là j'ai prévu de grimper 2 heures et au bout d'1 heure j'ai mal et je mets du strap pour aller jusqu'à 2 heures, tu aurais très bien fait d'arrêter ta séance au bout d'1 heure et de pas mettre de strap. Ça peut être hyper frustrant, mais c'est la solution dans 90% des cas, et on le voit aussi avec les clients qu'on coach qui ont des petites douleurs, etc. On va leur dire de réduire le volume, de réduire l'intensité. Ils vont nous écouter et 2-3 semaines plus tard, la douleur a quasiment disparu. Alors que toi, ça se trouve, tu as une inflammation chronique depuis 6 mois qui écoute ce podcast. T'arrives pas à t'en sortir et tu sais pas d'où ça vient. Et dans 90% des cas, ça vient du fait que tu enchaînes les séances de max, tu n'écoutes pas les signaux de fatigue, tu mets du strap sur une douleur au lieu d'arrêter et de revoir ta charge d'entraînement globale. Ingrédient suivant, tu ne prends pas assez de repos entre les séances. Voilà, je l'ai dit là dans l'introduction et dans la partie d'avant. En général, si tu es un grimpeur adulte avec une vie active à côté, etc., tu n'as pas la capacité de faire plus que 3 séances d'escalade productive par semaine. Ça peut être un peu dur de l'entendre dit comme ça, mais c'est la réalité. Nous, c'est ce qu'on observe de la plupart des grimpeurs qu'on coach, qui progressent vraiment et qui se blessent pas de mois en mois, d'année en année. Si tu grimpes plus que 3 fois par semaine, si tu as une vie qui est vraiment organisée pour que ça marche, que tu es assez jeune, etc. Quand je dis assez jeune, c'est on va dire 30 ans et moins, ou entre 30 et 40 ans à la limite. Souvent tu peux encaisser une 4e séance dans la semaine, mais il faut vraiment bien gérer sa charge, etc. Enfin bref, c'est pas impossible de grimper 4 ou 5 fois par semaine. C'est juste que pour la plupart des gens, c'est pas adapté parce que on a une vie à côté, on a du stress dû à cette vie à côté et on n'arrive pas à récupérer assez entre les séances pour faire des séances du coup qui s'enchaînent et qui soient productives parce qu'on veut surcharger progressivement, etc. Donc c'est ça pour moi l'erreur, c'est de prendre pas assez de repos entre les séances. Du coup, dans mon schéma type, là, si tu grimpes 3 fois par semaine, en théorie, tu as un jour de repos entre chaque séance. Tu vas grimper par exemple le lundi, le mercredi, le vendredi. Là, c'est parfait, tu as un jour de repos entre chaque séance, tu as même 2 jours entre le vendredi et le lundi. C'est idéal. Par contre, si tu as un emploi du temps un peu plus atypique et que tu peux grimper par exemple lundi, mardi enchaîné et vendredi, ça peut aussi se jouer, mais il faut absolument adapter la charge du mardi en fonction de la fatigue du lundi, etc. D'où l'importance d'avoir un suivi personnalisé où on s'adapte vraiment à tes contraintes et à ton emploi du temps. Mais du coup, je refais un petit récap des ingrédients du cocktail parfait pour se blesser. Tu enchaînes trop les séances de max, tu n'écoutes pas les signaux de fatigue, tu mets du strap au lieu de se dire « Ok, bon, j'arrête la séance, j'en ai trop fait ». Tu prends pas assez de repos entre les séances. Ensuite, là, je passe un peu plus sur l'hygiène de vie. Tu ne manges pas assez de protéines. Voilà, règle très simple pour la plupart des gens. Manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, répartis de manière un peu équitable sur la journée. C'est-à-dire que si tu dois manger 100 grammes de protéines dans ta journée, c'est mieux d'en manger en 3 prises séparées, donc 3 fois 33 grammes, que de manger 2 fois 50 grammes. Ça, c'est la théorie. Parce que tu stimules ta synthèse protéique plusieurs fois, donc tu récupères un peu plus vite. Voilà, ça c'est de la théorie. Dans la pratique, surtout si tu es grimpeur et que tu n'enchaînes pas les séances de manière intense, c'est-à-dire que tu fais pas une séance le matin, une séance l'après-midi, etc., que tu prends des jours de repos entre les séances, ça va pas trop avoir d'impact tant que tu manges la même quantité de protéines au global sur ta journée. Mais dans l'idéal, toujours pareil, si tu veux optimiser un petit peu,
Si tu dois manger 100 grammes de protéines dans ta journée, 3 repas, 33 grammes de protéines par repas, c'est idéal. Voilà, je vais pas m'étaler un peu plus sur les protéines parce que c'est juste hyper important. S'il y avait qu'une seule chose à compter dans sa nutrition, selon moi, ce serait ça. C'est même plus important que la quantité totale de calories parce que tu peux être un peu en léger déficit calorique et si tu as une quantité de protéines qui est suffisante, tu vas quand même très bien récupérer, tu vas pas avoir d'inflammation chronique, etc. Donc voilà, selon moi, c'est pour ça que je l'ai mis dans le top. Le cocktail parfait pour se blesser, un des ingrédients, c'est que tu ne manges pas assez de protéines. Et ça, c'est vraiment tous les jours. Il n'y a pas de différence entre jour de repos, jour d'entraînement, etc. Tu manges tes 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps tous les jours, toute l'année, et tout va très bien se passer. Et ensuite, le dernier ingrédient, du coup, l'ingrédient parfait du cocktail, c'est de ne pas assez t'hydrater. Du coup, d'où le but de boire des cocktails, par exemple. Sans alcool, c'est mieux. Mais voilà, tu ne t'hydrates pas assez. Alors, c'est dur de donner une indication globale sur la journée parce que ça va varier en fonction de ton poids de corps, etc. Mais je pense que pour la plupart des gens, boire au minimum 3 litres d'eau dans la journée, c'est un minimum. Voire plus quand il fait chaud, que tu rajoutes du sport dans ta journée, etc., etc. Donc en fait, tu peux très vite arriver à 4 litres, 5 litres d'eau par jour. C'est pas du tout trop, ça dépend vraiment des personnes, de ton gabarit, de comment tu transpires, etc. Mais voilà, bois suffisamment d'eau dans ta journée. Bois de l'eau pendant tes séances, si possible, avec un petit peu de glucides dedans, avec un petit peu d'électrolytes. Ça va te permettre de mieux récupérer entre les essais, d'avoir une séance plus qualitative au global. Mais voilà, souvent, moi, ce que je vois, c'est que des grimpeurs viennent à la salle sans gourde, ne s'hydratent pas entre les blocs, peuvent passer 3 heures à grimper et en ayant bu seulement 2 gorgées d'eau. Et ça, pour moi, c'est un peu la catastrophe parce que les tendons, les ligaments, etc., plus tu vas forcer dessus, plus ils vont se déshydrater localement. Et c'est ça qui peut aussi amener à l'inflammation, etc. au niveau des poulies, mais je vais en reparler juste après. Petit rappel un peu pour conclure ce cocktail parfait pour se blesser. Donc, je répète un peu tous les ingrédients du cocktail. Tu enchaînes les séances de max, tu n'écoutes pas les signaux de fatigue, tu mets du strap au lieu d'arrêter ta séance, tu prends pas assez de repos entre les séances, tu manges pas assez de protéines, tu t'hydrates mal. Souvent, tu cumules certains facteurs et si tu cumules tous les facteurs que je viens de citer, là, c'est obligatoire que tu es en train de te blesser ou que, si t'es pas blessé actuellement, tu vas te blesser très prochainement. Je te le souhaite pas, mais du coup, si tu es en train d'écouter ce podcast, tu es proactif, tu vas faire les changements nécessaires et si jamais tu sais pas comment agir sur tel ou tel facteur, que tu veux vraiment être encadré, qu'on te dise exactement quoi faire et que tu sois sûr de bien faire les choses, tout simplement, tu nous contactes, on rentre en contact, logique, et on voit comment on peut t'aider à structurer tout ça très simplement. Je vais faire 2-3 petits rappels, notamment sur l'anatomie. Les prises, donc les préhensions qui sollicitent le plus les poulies A2 et A4, ça va être l'archépouce, donc vraiment quand vous allez mettre l'index, le pouce au-dessus de l'index, donc que vous allez vraiment verrouiller votre prise en archépouce, et le semi-arché. C'est les 2 grippes qui sollicitent le plus les poulies A2 et A4. Ensuite, parce que du coup, vous allez avoir des blessures de surutilisation, tout simplement. Donc comment éviter ça? C'est très simple. Il faut varier les prises, il faut varier les styles. Il faut grimper un peu de tout, il faut grimper en tendu, il faut grimper sur des pinces, il faut grimper sur des plats, faut aussi grimper en arqué parce que si tu évites complètement l'arqué, tu deviens faible en arqué et le jour où tu vas devoir arquer pouce, tu vas te faire mal. Donc c'est aussi ça la surcharge progressive, de savoir renforcer certains patterns qui peuvent être traumatisants, mais aussi ta capacité est supérieure à la contrainte que tu vas faire subir à ton corps quand tu vas grimper. Tu vas t'en sortir indemne, voire même tu vas progresser parce que tu vas te renforcer. Un truc qui revient très souvent, c'est que pour les grimpeurs de salle, là je parle, donc les grimpeurs de salle, souvent on grimpe sur des prises qui sont redondantes. C'est-à-dire que on grimpe toujours dans la même salle, sur les mêmes prises. L'angle des prises est très agressif. Qu'est-ce que j'appelle un angle agressif? C'est que une prise qui va vous appuyer sur la poulie, donc vraiment appuyer sur votre doigt, comme les bacs par exemple, là je parle vraiment des vrais bacs, même les bacs de désescalade, etc. Ça va plus traumatiser votre poulie que de prendre une prise un peu en 3 tendu, mais une prise qui est un peu plus petite. Tout simplement parce que ça va irriter votre poulie, ça va faire de la compression. Et ça, c'est hyper important à comprendre aussi dans une optique de rééducation. Si là, toi, tu as des blessures chroniques et que tu te dis, ok, je vais grimper que du facile, mais je vais grimper pendant 2 heures dans du facile, tu vas énormément stresser tes poulies parce que tu vas prendre que des bacs et les bacs vont te faire des forces de cisaillement au niveau des poulies et donc comme tu vas faire énormément de mouvements, tu vas entretenir l'inflammation et en fait c'est un cercle vicieux et tu ne t'en sors jamais. Et du coup, ça me permet de faire la transition sur le dernier point clé de cette partie. Le volume est plus traumatisant que l'intensité max. Je répète, le volume, donc la charge d'entraînement, le temps de séance global, est plus traumatisant que l'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grimper pendant 3 heures à intensité 5/10, c'est beaucoup plus traumatisant pour tes doigts en termes d'inflammation, de lésions, etc. que de grimper à intensité 10/10 pendant 30 minutes. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, aussi dans une optique de rééducation,
parce que du coup ça veut dire qu'il faut forcer en fait pendant ta rééducation. Après voilà, je suis pas kiné, j'ai pas envie que tu te blesses en forçant trop, etc. Donc je t'invite vraiment à te rapprocher d'un professionnel de santé pour faire ta rééducation, mais ça reste de la préparation physique d'une certaine manière, et ce qui est sûr c'est que si tu grimpes que pendant 30 minutes à intensité 7/10, dans une optique de rééducation et d'éliminer un peu ces douleurs-là, c'est beaucoup mieux que de grimper 1 heure à 7/10. Ça, c'est une certitude. Et après, en fait, à durée égale, c'est mieux de grimper moins fort. C'est-à-dire que si tu vas grimper 1 heure dans tous les cas, c'est mieux de grimper à 5/10 que de grimper à 7/10. Mais en fait, il faut mettre les curseurs du volume et de l'intensité à certaines intensités, justement, et à certaines durées, pour être sûr que tu es en train de récupérer suffisamment. Et en général, je te conseille d'augmenter de 10% par semaine. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, tu peux recommencer à 30 minutes, à intensité 7/10 par exemple. Si ça se passe bien, la séance suivante, ou même la semaine suivante, tu peux monter à 33 minutes, etc., etc. Et en général, ça va te prendre environ 3 ou 4 mois avant de retrouver des séances qui durent à peu près 2 heures, ce que j'ai tendance à conseiller pour la plupart des gens qui s'entraînent en salle, qui ont une vie active à côté, etc. Et souvent ça va être la solution. C'est hyper frustrant de faire ça parce qu'on a envie de grimper tout le temps, c'est addictif, etc. Mais vraiment, si tu arrives à te limiter et à te dire ok, j'ai des douleurs, je recommence par 30 minutes par séance et je construis progressivement, etc. C'est beaucoup mieux que de se dire bon je vais quand même grimper pendant 4 heures, mais je vais grimper que dans du facile parce qu'il va y avoir de l'irritation au niveau des poulies à ce niveau-là. Donc ça fait beaucoup d'informations, je vois que le flash il fait déjà 34 minutes, enfin 35 là si je regarde le chrono, mais du coup maintenant je vais te parler de quoi faire concrètement pour construire des doigts solides et être sûr de progresser d'année en année, de cycle en cycle, etc. Donc maintenant je vais te donner le protocole exact de cyclage d'entraînement, on va dire, pour être sûr que tes doigts progressent sur du long terme. Déjà une bonne vitesse de progression selon moi, si je peux dire, c'est de viser une progression de 10% par an sur ta métrique de force. Comment calculer ce 10% par an? Je vais prendre un cas concret, là je ressors la petite calculette, je ne l'ai pas fait avant, désolé. Si je pèse 70 kg et que je rajoute 30 kg de lest sur 20 mm, du coup ça fait 100 kg, logique, là j'avais pas besoin de calculette pour calculer ça. Mais du coup on va dire que c'est ma force max actuelle. Donc si je fais du coup 100 divisé par 70, donc pour avoir le ratio, ça me fait 1,42. Donc là dans mon exemple, l'année numéro 1, j'ai 1,42 de ratio parce que je pèse 70 kg et que mon max c'est 30 kg de lest, donc au total ça fait 100 kg. Un an plus tard, si vous êtes à 110 kg au total, donc 70 kg, parce qu'on imagine que vous ne voulez pas prendre de la masse musculaire ou quoi, ou de la masse grasse inutile, donc votre poids de corps il est stable, mais parce que vous êtes en bonne santé, vous êtes en forme, etc. Mais vous augmentez votre max du coup en faisant 70 plus 40, donc voilà, ça fait 110. Du coup vous faites 110 divisé par 100, enfin voilà, vous soustrayez les deux, enfin bref, vous mettez en pourcentage, ça fait 10% de progression sur l'année. Et du coup, 110 divisé par 70, ça fait 1,57 de ratio. Donc passer de 1,42 de ratio à 1,57 de ratio en un an, c'est déjà une super progression. Et après, forcément, plus vous allez gravir les niveaux de force, plus ça va être dur de progresser de 10% par an. Mais voilà, en moyenne, je pense, quand vous êtes débutant, vous pouvez progresser beaucoup plus que 10% par an. Quand vous êtes intermédiaire, ça va être une vitesse de progression, j'ai envie de dire, de croisière. Et quand vous êtes vraiment expert, déjà, si vous gagnez 2-3% par an, mais que c'est vraiment des gains solides et stables, c'est déjà énorme parce que 2-3% d'un ratio de 2,1, ça fait beaucoup plus beaucoup plus de force appliquée sur la prise que si vous passez de 1,0 à 1,1, alors qu'en pourcentage, c'est moins élevé. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir aussi. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que ta force doigt, c'est une sorte de pyramide. À la base de la pyramide, il y a la capacité. Qu'est-ce que c'est la capacité? C'est le nombre de mouvements que tu vas pouvoir encaisser dans une séance. C'est le volume total que tu peux supporter sur une semaine. Au bout de combien de blocs tu peux faire dans une séance avant d'être fatigué, etc. C'est vraiment, en gros, si je schématise, la capacité qu'a ton corps à encaisser les séances sans se blesser et à résister un peu à tout ce que tu lui infliges. Je vais passer assez rapidement sur cette partie-là parce que le but là, c'est pas non plus que je te fasse un programme hyper détaillé, etc. Je veux juste te donner les bonnes armes, quelques benchmarks en fait pour te dire ok, si je vise tel niveau, si j'ai ces benchmarks là, je suis sur la bonne voie, je vais pas me blesser, etc. Donc au niveau de la capacité, moi ce que j'ai noté, c'est que la clé dans ce cycle-là, donc d'entraînement de cycle de capacité, c'est les suspensions longues. Qu'est-ce que c'est les suspensions longues? Donc là, je prends une prise de 20 mm comme prise de référence, mais tu peux le faire sur une prise plus grande que 20 mm si tu n'arrives pas à te suspendre sur 20 mm au poids de corps. Je te déconseille de monter au-dessus de 30 mm parce qu'arriver au-dessus, il y a trop de friction, etc. Et on va dire, t'entraînes plus ta peau à résister à la douleur que ton corps à appliquer de la force sur les muscles, en gros, pour faire très simple. Mais donc du coup, pour moi, les suspensions longues, c'est des suspensions entre 20 et 40 secondes. Tu peux faire environ entre 3 et 6 séries par séance.
Donc ça peut être 3 séries en semi-arqué, 3 séries en 3 d'attendus, ça fait 6 séries dans une séance, tu peux faire ça 2 fois par semaine. Et du coup, comment progresser sur les suspensions longues? C'est très simple, surcharge progressive en termes de temps. C'est-à-dire que tu peux te dire, ok, bon bah là, au début du cycle, je fais 6 séries de 20 secondes. Est-ce que j'ai de la marge? Oui, ok, je passe à 6 séries de 22 secondes en semaine 2, etc., etc., jusqu'à arriver à des séries qui font 40 secondes. Selon moi, c'est un super benchmark, 40 secondes, au poids de corps, sur 20 mm. Pourquoi? Parce que ça montre que tu as la capacité d'encaisser une certaine charge, que tes tendons, tes ligaments, etc. sont assez développés et que tu vas pouvoir en gros passer à l'étape suivante sans risque de blessure. Alors là, je vois déjà arriver la question, oui, mais que faire si je stagne à 3 fois 30 secondes et j'arrive pas à passer à 40 secondes, etc. Est-ce que ça veut dire que je ferai jamais de force max de ma vie? Non. Tu peux quand même enchaîner les cycles de capacité, les cycles de force, etc. avec une logique de surcharge progressive. Et faire de la force va te permettre d'augmenter ton temps de suspension au poids de corps, etc. Ce que je dis juste, c'est que si tu as un benchmark de 40 secondes de suspension au poids de corps sur 2 ou 3 séries, avec 2-3 minutes de repos entre les séries, sur une prise de 20 mm, selon moi, tu as un niveau de capacité qui est très satisfaisant, on va dire. Et pour la plupart des grimpeurs, donc pareil, si je reprends mon analogie de, en gros, grimper moins fort que 7C et avoir une vie active à côté, etc., c'est un super niveau de base et donc du coup voilà, tu peux te tester dès demain, tu te mets au poids de corps sur 20 mm, tu essayes de tenir le plus longtemps possible, si tu tiens plus que 40 secondes tu t'arrêtes, donc tu t'arrêtes à 40 secondes et tu essayes de faire 2 ou 3 séries. Si tu valides 3 séries de 40 secondes en semi-arqué, c'est parfait, tu as validé le benchmark de capacité, tu peux passer à la force. Donc la base de la pyramide c'est la capacité, c'est la base de tout, au-dessus vous avez la force. La force du coup, un bon benchmark et un bon ratio, ça peut être pour la plupart des gens, là c'est pareil je parle, la plupart des gens on va dire on a envie d'être solide dans le niveau noir dans les salles, donc si je prends le niveau noir c'est noir Arcos, donc c'est l'avant-dernière couleur de la salle, ce serait le blanc à climb up ou le on va dire B11 B12 à blockout, voilà c'est pour vous donner des repères. En général pour grimper dans ces niveaux là, on a envie d'avoir des ratios de force qui sont proches de 1,4, enfin on va dire compris entre 1,4 et 1,6 pour être vraiment safe, pour être sûr de ne pas se blesser. Donc si tu as validé tes 3 fois 30 secondes 3 fois 40 secondes en capacité au poids de corps sur 20 mm, tu rajoutes du lest et tu te dis ok bon je rajoute 2,5 kg par 2,5 kg jusqu'à arriver à mon max sur 5 secondes. Si ton poids de corps plus le lest divisé par ton poids de corps c'est égal à 1,5, tu as un benchmark du coup de supérieur à 1,4, tu te dis c'est bon, je peux grimper de manière safe dans les blocs noirs de ma salle, donc noir Arcos, donc si on fait un arrondi ça fait à peu près allez, je vais dire 7A plus bloc, comme ça on va dire que c'est entre 7A et 7B. C'est un très bon benchmark selon moi. Et au sommet de la pyramide, il y a du coup l'explosivité et du coup ce qu'on appelle le RFD, donc le Rate of Force Development. Donc c'est la vitesse à laquelle tu es capable d'appliquer de la force sur une prise. Et selon moi, un bon benchmark, c'est de pouvoir sauter sur une latte de 20 mm. Donc si jamais tu as un panguliche dans ta salle, c'est parfait. Tu as les 2 pieds au sol, tu te donnes une petite impulsion, tu sautes sur la latte. Tu dois être capable de t'accrocher à la latte et de surtout pas prendre d'excentrique. C'est-à-dire que tu dois te dire, ok, j'arrive sur la latte, par exemple les bras à 90 degrés, et mes bras ne s'ouvrent pas quand je suis en train de réceptionner le saut. C'est hyper important, ne pas se prendre d'excentrique, ça veut dire que tu es en contrôle et que du coup tu as vraiment la capacité d'encaisser cette charge et que du coup tu développes assez de force à une vitesse assez élevée. Voilà, selon moi ce serait un benchmark très parlant. Donc si je résume, la base de la pyramide c'est ta capacité, tu te testes 3 séries de 40 secondes au poids de corps sur 20 mm, en semi-arqué, en 3 d'attendus. Si tu valides les séries de 40 secondes, c'est parfait, c'est un très bon début. Si tu veux progresser sur du plus long terme, tu peux réduire la taille de la prise. Tu peux réduire la taille de la prise jusqu'à 10 mm. C'est-à-dire qu'une fois que tu as validé 3 fois 40 secondes sur 20 mm, tu peux soit rajouter du lest sur 20 mm, donc par exemple redescendre à 20 secondes et rajouter 5 kg de lest, etc. jusqu'à arriver à 40 secondes, lester 5 kg. Mais tu peux aussi diminuer la taille de la prise, c'est-à-dire tu peux te dire ok, je redescends à 20 secondes sur 16 mm par exemple, jusqu'à arriver à, par exemple, 40 secondes sur 10 mm, sur 3 séries, etc. Tu peux un peu progresser à l'infini de cette manière-là. Une fois que tu es au benchmark de 10 mm, tu peux te lester sur 10 mm pour essayer de faire, je sais pas, par exemple, lester à 10 kg pendant 40 secondes sur 10 mm. C'est un mode de progression qui est hyper intéressant sur du très long terme. Mais je descendrai pas en dessous de 10 mm pour des histoires de friction, de tolérance à la douleur, etc. Ensuite, le milieu de la pyramide, du coup, c'est la force max. Donc, j'ai cité là le benchmark de 1,4, 1,5. C'est un très bon niveau de force sur les doigts. Pour la plupart des grimpeurs de salle, ça va suffire pour ne pas se blesser dans des cotations proches des blocs noirs dans la salle. Donc environ 7A+, si je fais un arrondi. Et
Du coup, comment tester sa force? C'est vrai que je suis peut-être passé un peu assez vite là-dessus, mais pour moi, la force max, c'est sûr, on va dire entre 3 et 5 secondes de manière contrôlée. Donc tu te suspends pendant 3 à 5 secondes, tes doigts ne doivent pas s'ouvrir, c'est-à-dire que si tu es en position semi-arquée, tu dois finir ta suspension en position semi-arquée, tu dois pas finir en position 3 d'attendue. Et voilà, tu dois être en contrôle, tu dois être solide en fait sur la suspension tout simplement. Bien engager les épaules, être bras tendus, pas avoir les ailes de poulet, pas avoir les jambes qui font n'importe quoi. C'est important d'avoir une bonne forme d'exécution. Donc ça c'est pour la force. Et du coup, pour l'explosivité, tu sautes sur une latte de 20 mm. Si tu arrives à te suspendre du coup sur la latte sans encaisser d'excentrique, donc imaginons tu sautes sur la latte, tes bras sont à 90 degrés, tu arrives à t'arrêter à 90 degrés et à ne surtout pas avoir les bras qui s'ouvrent, ou les doigts qui s'ouvrent d'ailleurs, enfin le combo des deux, c'est que tu as un très bon niveau de base sur les doigts. Et pareil, après tu peux diminuer la taille de la prise, tu peux éventuellement rajouter un gilet lesté, enfin bref, il y a plein de manières de travailler son explosivité. Pareil pour la force, surcharge progressive. Selon moi, j'ai déjà dit dans plein de podcasts, sur la force des doigts, là du coup, sur 20 mm, si vous avez des ratios qui sont proches de 1,75, ça vaut le coup de réduire la taille de la prise pour reprogresser sur une prise plus petite. Donc imaginons que vous avez 1,8 de ratio sur 20 mm. Selon moi, ça vaut plus le coup d'essayer de transférer ce ratio-là sur 14 mm en reprenant un cycle de progression, etc. sur 14 mm, que d'essayer d'avoir 2 de ratio sur 20 mm. En termes de gain dans votre pratique, ce sera beaucoup plus élevé. Pareil pour la force max, vous pouvez faire du lesté sur 10 mm. Après, ça dépend de votre niveau, ça dépend les risques de friction, etc. N'allez pas vous blesser en essayant de renforcer vos doigts. Donc, je dirais quand même que pour la plupart des gens, déjà se lester à 1,5 fois son poids de corps. Donc si tu pèses 70 kg, tu rajoutes 35 kg de lest sur 14 mm. Déjà pour moi, là, tu as le niveau de faire, allez, je vais dire une cotation hasard, mais minimum 7C plus bloc, voire peut-être 8A bloc, si vraiment tu es assidu dans ta pratique du bloc, tu as vraiment des projets spécifiques, etc. Donc bref, je vais pas refaire tout un podcast sur qui peut grimper quoi en fonction de la force doigt, etc. parce que c'est très individuel, mais ça te donne déjà un très bon ordre de grandeur. Et pour l'explosivité, le RFD, tu peux réduire la taille de la latte, tout simplement, ou rajouter du lest comme un gilet lesté ou quoi. Mais bon, je te déconseille de rajouter un gilet lesté plus lourd que 10 kg, et je te déconseille pareil de sauter sur des lattes qui font moins de 14-15 mm, sinon il y a trop de risques de zipette, de blessures, etc. Et le but de la prépa physique, c'est de se renforcer, c'est pas de se blesser. Et du coup, il faut penser ces cycles comme une construction sur le long terme. C'est-à-dire que il faut que tu fasses des cycles de capacité, des cycles de force, des cycles d'explosivité, et que tu fasses de temps en temps des semaines de deload, et qu'une fois que tu as fait tout ce cycle, donc capacité, force, explosivité, tu prends 2-3 semaines de pause, tu repars sur un cycle de capacité, tu refais un cycle de force, etc. Et les grimpeurs qui progressent le plus sont ceux qui arrivent à enchaîner les cycles de manière logique pendant des mois, des années, etc. Et c'est tout ce qu'on transmet dans nos coachings, et ça me permet de faire la transition du coup avec la dernière partie. Que faire si tu n'y arrives pas seul? Si là c'est un peu du charabia tout ce que je suis en train de te dire, et que t'as pas envie trop d'expérimenter par toi-même, potentiellement prendre le risque de te blesser si tu appliques les conseils un peu juste comme ça, c'est très simple. Tu nous envoies un message sur Instagram, tu nous envoies test, tu nous envoies go, on rentre en contact avec toi, on voit si ton profil peut matcher nos méthodes en termes de nombre de jours où tu peux t'entraîner dans la semaine, en termes de priorité, etc. etc. Et si ça match, du coup on commence un suivi. Avant, du coup, on fait un appel gratuit pour voir si tout ça c'est en adéquation. Et suite à ça, tu progresses et tout le monde est content si je schématise. Donc n'hésite surtout pas à regarder tous les liens qui sont dans la description. On a un nouveau site internet. Du coup, il y a le lien pour réserver ton appel qui est gratuit. Il y a les liens des sponsors, NutriPure, etc. Voilà, pour vos compléments alimentaires. Je parlais des protéines dans l'épisode, mais n'hésitez pas à vous supplémenter en whey protein, hyper intéressant, que ce soit en collation, au petit-déj ou quoi. Vous pouvez aussi prendre un peu de collagène, c'est pas une protéine complète, mais si vous le mangez dans un repas ou que c'est juste avant l'entraînement et tout, il y a des intérêts. C'était à peu près tout en vrai pour cet épisode. Ça fait quand même un épisode qui est assez long. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésite surtout pas à nous laisser une petite review de 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Vraiment, prends le temps de faire ça, ça prend 2 secondes pour toi qui écoute ce podcast. Ça nous aide énormément dans le référencement. N'hésite pas à envoyer ce podcast à ton pote grimpeur qui se trappe ses doigts pour continuer à grimper, qui mange pas assez de protéines, qui s'hydrate mal, qui prend pas assez de repos entre les séances, etc. Vraiment, ça va lui faire du bien d'écouter ce podcast, de restructurer un peu tout ça, parce que la finalité derrière, c'est que souvent quand tu es dans cette situation, il y a une sorte de frustration qui s'accumule parce que tu as envie de progresser et tu n'arrives pas à sortir de ce cercle vicieux de je m'entraîne, je me blesse, je grimpe, je suis blessé, j'ai mal, etc. etc. Et tu vois plus le bout du tunnel en fait, et même des fois ça te dégoûte de l'escalade parce que tu te dis bon, j'ai fait le tour, j'ai un peu tout essayé, j'arrive pas à m'en sortir, alors que peut-être que si tu avais structuré ça, via un suivi, tu aurais évité tous ces problèmes et ça se serait beaucoup mieux passé. Donc voilà, n'hésite surtout pas à réserver ton appel si jamais tu as envie d'avoir plus d'informations et que tu es vraiment motivé pour progresser.
C'était Léo, c'était le flash c'est le numéro 38, donc c'était le flash numéro 38. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour le flash numéro 39. J'ai pas encore de sujet pour la semaine prochaine. Merci encore pour vos retours sur tous les précédents épisodes, sur les séances type, la séance de bloc max, de voix max, etc. Vous avez été hyper nombreux à me faire des retours et à me dire que ça vous avait vraiment plu ce genre d'épisode. J'en referai à l'avenir. C'est possible que j'invite des personnes pour leur demander voilà quelles sont tes séances types, qu'est-ce que tu recommandes, etc., etc. C'est hyper intéressant de parler de tout ça. Je parle pas plus, c'était Léo. Je vous laisse à la semaine prochaine. Ciao ciao.